Salut à tous, ça faisait vraiment super longtemps et je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi car comme vous allez l'entendre à ma voix, je suis encore malade. Pour changer, ça fait déjà bien une bonne semaine que je me traîne une extinction de voix et du coup je pouvais absolument pas vous faire de vidéo, ce qui explique pourquoi je suis un petit peu en retard. C'est une vidéo qui risque d'être vraiment longue je pense et déjà j'ai plein de choses à vous dire en intro parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et de pas faire traîner ça trop longtemps. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous parce qu'on est désormais 50 000 sur la chaîne. Ça fait à peu près un an que j'ai lancé cette chaîne et que j'ai commencé mes vidéos. Vous êtes maintenant 50 000 à me regarder, à me soutenir, à vous être abonnés et c'est absolument incroyable. Donc un énorme merci à tous. Et une bonne nouvelle en entraînant une autre, je suis super contente de vous annoncer que j'ai enfin un compte Utip. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Donc si jamais vous avez envie de me soutenir pour les vidéos que je fais et pour le travail que je fais, vous pouvez aller sur ce lien et regarder une ou deux publicités pour me soutenir afin de me donner un petit peu plus d'argent puisque comme vous le savez, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Donc voilà, si jamais vous avez envie, vous pouvez aller regarder une ou deux pubs, c'est pas du tout obligatoire, mais je remercie grandement ceux qui le feront. Vous l'avez vu il y a quelques semaines, j'ai posté un message afin de prévoir une rencontre sur Paris le 26 octobre, c'est un samedi. Et je viens pour vous tenir un petit peu au courant, c'est vraiment très galère parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes qui répondent présentes à l'appel. Donc en soi je suis absolument ravie et j'ai hyper hâte de vous rencontrer, mais du coup le problème, on va dire le pendant négatif de tout ça, c'est que j'ai pas du tout réussi à trouver un endroit privé à privatiser pour qu'on puisse tous se retrouver et malheureusement je pense que ça va pas du tout être possible parce que pour mettre autant de personnes dans un espace il faudrait que je réserve un établissement entier et malheureusement j'ai pas du tout les moyens de pouvoir le faire même si j'aimerais beaucoup. Donc cette rencontre du 26 octobre elle est toujours prévue, hein, elle sera pas annulée pour autant. Par contre, je suis vraiment désolée, on va être obligé de se retrouver dans un lieu public. Ça m'embête un petit peu parce qu'à la base, moi je m'imaginais vraiment qu'on allait pouvoir tous se poser quelque part dans un petit endroit un peu cosy avec des tables, des verres et pouvoir discuter. Ça risque d'être un petit peu plus à l'arrache que ça malheureusement. Alors j'ai deux possibilités qui vont malheureusement dépendre de la météo, donc je peux pas pour l'instant vraiment vous dire où est-ce qu'on va se retrouver. Idéalement, si jamais il fait beau, je préférerais qu'on se retrouve dans un parc parce que ça nous permettrait au moins de pouvoir tous se poser quelque part, peut-être amener de quoi se faire un petit pique-nique ensemble et que ça soit un petit peu plus convivial. Mais comme c'est quand même une rencontre qui est prévue pour fin octobre, je me doute qu'il va pas forcément faire hyper beau si jamais il pleut ou qu'il fait froid ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout envie qu'on se retrouve tous dans ces conditions dehors. Donc voilà, si jamais il fait vraiment pas beau, je vais trouver une solution de repli. Ce sera encore une fois dans un lieu public, mais si possible couvert. Je suis absolument en train de chercher ça en ce moment. Je sais pas encore exactement. J'ai pensé par exemple à la canopée de Châtelet-Les Halles. C'est pas l'endroit le plus sympa de Paris, mais je pense qu'au moins c'est un endroit qui sera suffisamment grand et puis abrité si jamais il fait vraiment moche pour pouvoir se replier. Mais comme je vous dis, j'espère vraiment qu'on pourra se retrouver dans un endroit un petit peu plus sympa, genre un parc. Et ça c'est quelque chose que je pourrais seulement déterminer quelques jours à l'avance en fonction de la météo. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir du principe qu'on se retrouve le samedi 26 octobre, je pense à partir de 15h, quelque part dans Paris, et je vous tiendrai au courant. J'ai envie de dire 48 heures à l'avance, c'est sûr et certain que j'aurai trouvé l'endroit, que j'aurai décidé et je partagerai cet endroit sur tous les réseaux sociaux, que ce soit donc ici sur la chaîne YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur la page Facebook. Enfin voilà, si jamais vous comptez venir et que vous me suivez sur n'importe lequel de tous ces réseaux, vous aurez forcément l'information et je vous dirai 48 heures à l'avance où est-ce qu'on se retrouve, mais en tout cas, vous pouvez déjà noter 26 octobre à partir de 15h sur Paris. C'est bon, on peut maintenant passer au contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous parler d'un tueur en série. Je pense que vous allez être très contents. Et puis d'ailleurs je tiens à vous dire que je vais ouvrir une nouvelle section, une nouvelle playlist sur la chaîne qui sera dédiée à tous les tueurs en série qu'on voit dans la série Mindhunter. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir regardé la série et si c'est pas le cas, je vous la conseille vraiment très fort. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, notamment dans la vidéo sur Ed Kemper et celle sur Dennis Rader.
qui sont aussi des tueurs qu'on retrouve dans la série. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa finalement qu'on prenne cet angle-là et que je vous parle finalement des vraies histoires de ces tueurs qu'on voit apparaître à plusieurs reprises dans la série. Et pour commencer, aujourd'hui je vais vous parler de David Berkowitz, qui est en fait le tout premier tueur en série qui est abordé dans Mindhunter. Hein. C'est un petit fil conducteur qu'on voit dans toute la saison 1 mais qui n'apparaît pas et qui va par contre être rencontré réellement, cette fois vraiment confronté avec les personnages principaux dans la saison 2. Et voilà, j'avais envie de commencer par lui pour cette nouvelle série, bien que je vous ai déjà parlé de Kemper et Drader, parce que finalement c'est vraiment de lui dont partent un petit peu toutes les choses, en tout cas dans la série, dans Mindhunter, parce que c'est vraiment à cause de son cas qu'il y a des personnes au FBI qui commencent à se dire mais pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça, pourquoi est-ce qu'on a un nouveau type de tueur qui émerge, comment est-ce qu'il fonctionne, on a envie de les comprendre et finalement tout découle un petit peu de son analyse à lui et de l'analyse d'autres tueurs. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant et puis c'est vraiment un tueur qui a une histoire vraiment très très intéressante, vous allez voir, parce que ça pose énormément de questions. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et si vous êtes prêts, c'est parti. David Berkowitz est né le 1er juin 1953. Il a une enfance un petit peu spéciale, je vais vous expliquer. En fait, ce qui est très particulier à son histoire, c'est que c'est un enfant adopté, comme tout un tas d'autres, j'ai envie de vous dire, mais vous allez voir qu'il y a des trucs un petit peu particuliers. Déjà, sa mère biologique qui s'appelait Betty Broder, elle avait été mariée à un homme qui s'appelait Tony Falco. Donc ils ont été mariés, ils ont eu une fille ensemble et puis avec les années et à cause de plusieurs différences qu'il y avait, notamment des différences culturelles parce que elle venait d'une famille juive et lui d'une famille d'immigrés italiens aux États-Unis, ça a vraiment fait plein de pression sur eux et ils ont fini par se séparer mais pas divorcer officiellement. Donc Betty est restée une mère monoparentale avec sa fille Rosalind pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle rencontre un autre homme qui s'appelait Joseph Clayman, dont elle est tombée enceinte du fameux petit David. Et cet homme, donc Joseph Clayman, lui a dit « Si jamais tu n'abandonnes pas ton fils, je ne reste pas avec toi ». Donc il l'a forcé à abandonner son fils, il lui a fait faire un choix et Betty a décidé de rester avec l'homme qu'elle aimait et d'abandonner son enfant. Avant même la naissance du petit David, Betty avait trouvé une famille juive pour son fils, qui était donc le couple Berkowitz, qui voulait vraiment, était très très désireux d'avoir un enfant mais ne pouvait pas. Donc ils étaient vraiment prêts à accueillir David et à en faire un enfant hyper choyé. Ils étaient très très aimants avec lui et ils l'ont énormément gâté. Donc du coup David Berkowitz, si vous voulez, il n'a pas vraiment eu une enfance malheureuse, il n'y a pas eu de maltraitance, mais très très rapidement, on se rend compte que c'est un enfant qui va avoir beaucoup de difficultés sociales. Il va pas vraiment au devant des autres personnes, il ne voit pas beaucoup de monde. D'ailleurs, ses parents adoptifs non plus, c'était pas vraiment des personnes très sociables, ils avaient pas beaucoup d'amis, ils recevaient personne chez eux. Donc c'est plutôt une famille très cloisonnée, très tournée vers elle-même. Et David a vraiment du mal à s'intégrer avec les autres enfants de son âge. Il est très souvent mis à l'écart, notamment à cause de son physique, parce que déjà depuis petit, finalement, il était plus grand que les autres. Il était considéré aussi comme quelqu'un de laid ou de moche. Donc il était pas mal rejeté par les autres. Et on dit aussi, enfin certains voisins de l'époque qui l'ont connu disent que c'était un enfant quand même pas très sympa avec les autres, qui était plutôt du type ce qu'on appelle un bully en anglais, donc c'est un harceleur, et qu'il avait tendance à beaucoup embêter les autres, donc ça a certainement dû participer aussi au fait qu'il avait encore moins d'amis. On rapporte de lui et de son enfance que c'était vraiment un petit garçon difficile, qui était un peu pourri gâté et qui était violent, voire hyperactif, et que ses parents, donc Pearl et Nat, avaient vraiment du mal à canaliser.
Sa mère adoptive, qui s'appelait donc Pearl, avait un cancer du sein depuis même avant la naissance de David, mais elle l'avait caché à son fils. Et si vous voulez, c'était quelque chose qui était un petit peu plus ou moins en rémission depuis un certain nombre d'années, mais qui s'est vraiment redéclenché quand David avait 12 ans. Et du coup, il a appris ça au moment où c'est revenu en force. Il a été très très choqué. Et puis, donc sa mère Pearl, pendant 2 années, s'est vraiment battue contre le cancer. Elle a été très très malade, elle a eu des traitements vraiment très lourds, de chimio, etc. Son état de santé s'est dégradé progressivement jusqu'à son décès quand David avait 14 ans, ce qui l'a profondément dévasté parce que David était vraiment très très proche de sa mère, ils étaient presque fusionnels et vraiment il a très mal pris toute cette période de ses 2 ans et puis ensuite la perte de sa mère. C'est probablement suite à la mort de sa mère que le psychisme de David Berkowitz va vraiment commencer à se détériorer. C'est une période vraiment cruciale pour lui, il est en pleine adolescence et là il va complètement remettre en cause sa foi en Dieu. Et on va voir aussi apparaître des sortes d'idées délirantes, de persécution un petit peu paranoïaque, parce qu'il pense en fait que la mort de sa mère fait partie d'un espèce de gros complot qui vise à le faire souffrir et à le détruire lui. De son côté, son père Nat va, quelques années plus tard, en 1971, se remarier avec une autre femme, ce que David va très très mal prendre. Il s'entend pas du tout avec sa nouvelle belle-mère, il est absolument pas content que sa mère soit remplacée. Et ce qui va se passer comme dans beaucoup de cas finalement de ce type-là, c'est que comme il est assez grand, son père va vraiment refaire sa vie et va plutôt avoir tendance à virer David de chez lui pour le remplacer par sa nouvelle femme. Donc David va vraiment très très mal vivre toute cette situation-là. À la même période, il est au lycée, on sait qu'il fréquente pas mal une fille qui s'appelle Iris. Et si vous voulez, cette fille-là, donc elle est amie avec lui, mais elle le friendzone totalement. C'est-à-dire que elle sait probablement qu'il est intéressé par elle, elle reste son amie, mais elle veut pas plus. Et lui, par contre, il va vraiment développer toute une vie fantasmagorique sur cette fille, en s'imaginant avoir une relation bien plus profonde que celle qu'ils ont réellement. J'ai eu la super bonne idée de mettre du rouge à lèvres sombre et en fait je me rends compte qu'il est en train de rester sur le goulot de la bouteille où j'ai ma tisane. Donc je pense qu'au fur et à mesure de cette vidéo vous allez le voir complètement partir et se décomposer. Toujours la même année, donc en 1971, David a 18 ans et il décide de s'engager dans l'armée dans laquelle il va rester pendant 3 ans. Il ne sera pas envoyé au Vietnam à cette période-là, mais par contre il va aller faire plusieurs missions, notamment aux États-Unis et en Corée du Sud. Lors de ces 3 années à l'armée, il va être vraiment reconnu pour être quelqu'un de très très doué avec les armes à feu et être un excellent tireur. Pendant cette même période-là, David va finalement retrouver sa mère biologique ainsi que sa demi-sœur. Son père, lui, son père biologique, donc qui était resté avec sa mère pendant toutes ces années, avait fini par décéder, était déjà mort depuis quelques années. Et David va renouer avec ces 2 femmes-là qui l'accueillent vraiment très bien, qui sont vraiment très contentes de le retrouver, qui vont l'inviter régulièrement chez elles. Donc il va y avoir pendant plusieurs mois une très bonne relation entre David, sa mère et sa sœur, qui va visiblement le rendre plutôt heureux, mais bizarrement au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, il prend un petit peu ses distances avec elle, il va commencer à trouver plein de bonnes excuses pour jamais venir les voir, et puis finalement elle ne reviendra plus auprès d'elle. Alors on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'éloigner, mais il y a de probables chances que ce soit en fait quand il a su pourquoi est-ce qu'il a été abandonné, quand sa mère lui a expliqué qu'elle avait dû faire un choix entre lui et son père. Je pense que c'est quelque chose qui doit être probablement très très difficile à entendre et puis ça a dû vraiment créer une espèce de grosse déception autant au niveau de la figure paternelle qu'au niveau de la figure maternelle. De toute sa vie, David Berkowitz n'a eu qu'une seule relation intime et sexuelle avec une femme. Ça s'est passé en Corée du Sud avec une prostituée qu'il avait rencontrée pendant qu'il y était envoyé avec l'armée. Et pour une première fois, ça s'est pas vraiment très bien passé parce que à la suite de ça, il a contracté une maladie sexuellement transmissible. Alors si vous voulez, on en est quand même à un point où David est assez jeune, mais il est déjà arrivé à un stade
où il s'est senti rejeté, abandonné par à peu près toutes les femmes de sa vie, que ce soit sa mère, sa sœur, la prostituée, la fille dont il était amoureux, même sa mère adoptive qu'il a plus ou moins laissé tomber en mourant. Enfin vraiment c'est quelque chose qu'il ressent très très fort et il va développer une véritable haine, frustration à l'égard du genre féminin tout entier. Il finit quand même par quitter l'armée en 1974 et va se retrouver tout seul à New York à vivre dans un appartement où il va enchaîner plein de sortes de tout petits boulots. Il va travailler au service de la poste, il va travailler en tant que chauffeur de taxi, en tant que agent dans une boîte de sécurité, enfin voilà, il fait plein de petits trucs, mais c'est vraiment quelqu'un de très très seul et vraiment très frustré par rapport aux autres et notamment aux femmes. Alors le parcours criminel de Berkowitz, il n'a pas du tout commencé directement avec les meurtres, hein, comme d'ailleurs dans beaucoup de parcours criminels, ça a été fait de manière un peu progressive. Et ce que David Berkowitz a beaucoup fait avant de passer au meurtre, c'est que c'était aussi quelqu'un de totalement pyromane. Il allumait plein d'incendies criminels. Et en fait on a découvert ça après coup, hein, quand il y a eu une perquisition à son appartement et qu'on est tombé sur des registres qu'il tenait où il notait en fait tous les incendies qu'il avait commencé. Il en avait allumé 1488 à New York, qu'il avait tous détaillés dans ce fameux registre où il inscrivait le lieu, la date, comment il avait mis le feu, etc. Toutes ces observations qu'il avait pu faire sur ces incendies. Je vous en ai déjà parlé, la pyromanie c'est quelque chose qui a quand même un vrai lien avec les tueurs en série, hein, qu'on retrouve souvent. Ça fait notamment partie de la triade de McDonald que je vous ai déjà énumérée dans certaines vidéos, hein. Donc c'est pyromanie, torture aux animaux et énurésie qui sont soi-disant les trois choses qu'on retrouve généralement dans l'enfance de ceux qui deviendront des tueurs en série. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, on a un petit peu dépassé maintenant cette vision trop simpliste des choses, mais ça reste quand même quelque chose que je trouve intéressant de noter. Et Robert Ressler, du fameux duo Robert Ressler et John Douglas, qui a inspiré finalement les personnages principaux de la série Mindhunter, hein, donc l'agent Ford et puis l'agent Tench. Lui, il a écrit « La plupart des pyromanes apprécient le sentiment d'être responsable du départ et de la violence du feu. Avec le simple fait d'allumer des allumettes, ils orchestrent l'incendie, l'arrivée criante et le déploiement des pompiers et des camions de pompiers, le rassemblement de la foule, la destruction de biens et parfois de personnes. » Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très intéressant parce qu'on retrouve, si vous voulez, dans ce fantasme de pyromanie, de mettre le feu à des choses et à des gens, le même fantasme qui est un petit peu en fond de presque tous les tueurs en série, c'est-à-dire cette volonté de domination, de contrôle et ce plaisir qui est pris à dominer les choses et les gens. Donc comme je vous l'ai dit, à cette période-là, David Berkowitz se retrouve à vivre tout seul dans un petit appartement à New York. Il travaille comme agent de sécurité pour la société EB Security, ce qui est quand même assez ironique. Et il a l'air vraiment très très déprimé. On voit qu'il y a un espèce de retour en force des idées un petit peu délirantes de persécution, comme en témoigne cette lettre qu'il a écrite à son père. « Il fait froid et sombre ici à New York, mais ça va parce que le temps me convient. Triste. Papa, le monde commence à s'obscurcir à présent, je le sens de plus en plus. Les gens développent une haine pour moi. Vous ne croirez pas à quel point certaines personnes me détestent. Beaucoup d'entre eux veulent me tuer. Je ne connais même pas ces gens, mais ils me détestent quand même. La plupart d'entre eux sont jeunes. Je marche dans la rue et ils me crachent dessus et me donnent des coups de pied. Les filles me traitent de moche et elles me dérangent le plus. Les gars rient. De toute façon, tout va bientôt changer pour le mieux. » Puis c'est aussi à peu près au même moment que David Berkowitz aurait commencé à entendre des voix de démons qui lui parlaient et qui le commandaient, le poussaient à sortir de chez lui pour commencer à traquer, à chasser des jeunes femmes afin de les tuer. Il dit qu'il a lutté pendant un certain temps contre ces voix-là et puis que finalement il a fini par craquer au moment à peu près de Noël 1975. On se retrouve donc à la veille de Noël 1975, David est sorti, il est en train de arpenter les rues et il se retrouve pas très loin de là où il a vécu, dans un appartement avec son père juste après le décès de sa mère. Et c'est à ce moment-là que des voix le forcent à attaquer une fille qu'il voit sortir d'une épicerie et en fait à se jeter sur elle avec un couteau de chasse.
les voix lui ordonnent que cette jeune fille doit être sacrifiée. Et moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de noter quand même l'endroit dans lequel se passe cette toute première attaque, parce que comme je vous dis, c'est l'appartement où il a vécu juste après le décès de sa mère, donc c'est un peu en lien avec un traumatisme qu'il a vécu dans son adolescence. Donc Berkowitz se jette sur la fille, il la poignarde dans le dos et puis là il raconte un petit peu sa peur et son choc parce qu'il dit je l'ai poignardée et elle n'a rien fait. Elle s'est simplement retournée et elle m'a regardée et c'est seulement après qu'elle s'est mise à crier et il l'avait en fait en face d'elle, elle le regardait, enfin je pense qu'il s'attendait absolument pas à ce que ça se déroule comme ça. Il a été très surpris de se retrouver finalement face au visage de sa victime, à la regarder dans les yeux et finalement il a vraiment pris peur et il s'est enfui. Plus tard dans la même soirée, il va agresser une adolescente de 15 ans qui s'appelait Michelle Foreman. Là encore, il s'approche par derrière et puis il l'attaque dans le dos. Il va lui donner 6 coups de couteau à la tête. Mais Michelle, qui est bien évidemment hyper choquée et blessée, affaiblie, va vraiment se débattre, elle va lui donner plein de coups et elle va réussir à mettre Berkowitz en fuite, qui là encore s'attendait pas du tout à ce genre de réaction de la part d'une victime. Au final, ce jour-là, David Berkowitz n'a tué aucune femme. D'ailleurs, il n'a pas du tout été condamné plus tard pour ces attaques-là. Mais visiblement, selon lui, ça a suffi à calmer les voix, à calmer les démons qui lui ordonnaient d'attaquer des femmes. Et puis, il a continué sa soirée tranquille. Il est sorti pour aller manger un petit burger frites dans un diner, comme si de rien n'était. Au début de l'année 1976, David Berkowitz quitte son appartement et il part s'installer dans la maison de la famille Cassara. Il s'engage sur un bail de 2 ans et dépose une caution de $200. La famille Cassara avait un berger allemand qui aboyait beaucoup, notamment la nuit, et progressivement David va intégrer ses aboiements à son délire de voix démoniaque qui lui parle, et il pense que c'est le chien, donc les chiens qui aboient, qui lui crient, qui lui ordonnent de sortir, chasser et tuer des jeunes filles. Et puis ses propriétaires et voisins, les Cassara, vont eux-mêmes commencer à incarner des figures démoniaques. Il dit « Quand j'ai déménagé chez les Cassara, tout semblait agréable et calme. Mais ils m'ont trompé, ils ont menti. Je pensais qu'ils étaient membres de la race humaine, mais ils ne l'étaient pas. Soudain, les Cassara ont commencé à apparaître avec des démons. Ils ont commencé à hurler sang et mort. Ils ont appelé les noms des maîtres, le monstre sanglant, John Witches, le général Cosmo. Les démons ne se sont jamais arrêtés. Je ne pouvais pas dormir, je n'avais pas la force de me battre. Je pouvais à peine conduire. En rentrant du travail une nuit, je me suis presque tuée avec la voiture. J'avais besoin de dormir, mais les démons ne me laissaient pas la paix. Dans la nuit du 29 juillet 1976, David Berkowitz commet son premier meurtre. Donna Loria et Jody Valenti sont 2 jeunes femmes de 18 et 19 ans qui sont en train de discuter dans leur voiture quand elles voient David Berkowitz s'avancer très rapidement d'elles, sortir un pistolet d'un sac en papier et ouvrir le feu sur elles. Donna Loria est tuée sur le coup, tandis que Jody Valenti, qui n'est touchée que à la jambe, survivra à cette attaque. Plus tard, elle arrivera à décrire son agresseur. Elle dit que c'était un homme blanc d'une trentaine d'années, d'environ 1m75 et 73 kg, qui avait les cheveux courts, sombres et bouclés. Et plusieurs témoins qui habitaient dans le quartier, dont le père de Donna Loria d'ailleurs, disent avoir vu un homme qui correspondait à cette description au volant d'une voiture jaune qui rôdait à peu près dans ces horaires-là. Le 23 octobre 1976, vers 2h30 du matin, David Berkowitz répète à peu près le même mode opératoire. Il s'approche très rapidement d'une voiture à l'intérieur de laquelle il y a Rosemary Keenan qui avait 18 ans et Carl Denaro qui avait 20 ans. Et il ouvre le feu sur eux. Les 2 victimes seront heureusement blessées mais survivront à l'attaque. Mais par contre, malheureusement, elles ne pourront pas donner de description de leur agresseur. Il est possible que David Berkowitz ait confondu Carl Denaro avec une fille parce qu'à l'époque il portait les cheveux longs, donc dans la pénombre c'est possible qu'il se soit trompé. Les policiers qui enquêtent sur la scène de crime notent que les balles ont été tirées avec un calibre 44, ce qui est vraiment quelque chose d'inhabituel, mais ils feront pas le lien avec le meurtre de Donna Loria parce que ça s'est passé dans des quartiers vraiment très différents de New York, donc du coup c'était pas traité par les mêmes agents. Le 27 novembre 1976, les 2 jeunes filles, Donna Demasi qui avait 16 ans et Joanne Lamino qui avait 18 ans, étaient rentrées aux alentours de minuit du cinéma et puis elles étaient en train de discuter devant le porche de leur maison quand Berkowitz s'est approché d'elles très rapidement. Il était habillé d'un treillis militaire et puis il commence
à leur demander son chemin quand finalement il finit même pas sa phrase, il sort un pistolet d'un sac en papier et leur tire dessus. Donna DeMasi est blessée au cou mais elle survivra à l'attaque tandis que Joanne, elle, va recevoir une balle dans la colonne vertébrale. Elle survivra aussi mais elle restera paraplégique à vie. Au bout de quelques mois, pour échapper aux démons qui le poursuivent, David Berkowitz déménage de chez les Cassara sans récupérer sa caution et il part s'installer dans un appartement au 35 Pine Street à Yonkers et il travaille à ce moment-là au service postal de la ville. Son voisin, un dénommé Sam Carr, va vite prendre une place très importante dans le nouveau délire de David Berkowitz puisque ce fameux Sam serait en fait possédé lui aussi par un démon au service du général Cosmo. Et en plus, ce Sam possédait lui aussi un chien, un labrador noir qui s'appelait Harvey. Et David raconte que ce chien Harvey, toutes les nuits, aboyait en lui criant à nouveau des ordres de partir chasser et d'aller tuer des jeunes filles. David Berkowitz va donc tout faire pour essayer de se débarrasser de ce chien et il va tenter de le tuer à plusieurs reprises mais sans réussir. Le 30 janvier 1977, David Berkowitz ouvre à nouveau le feu sur un couple installé à l'intérieur d'une voiture. Il s'agissait de John Diel et de Christine Freund. John va réchapper à cette attaque, mais Christine, elle va décéder des suites de ses blessures quelques heures après les coups de feu. La police, elle, remarque que les tirs proviennent à nouveau d'une arme de calibre 44 et commence à faire le lien avec les précédentes affaires et se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul et même tueur. Le 8 mars 1977, David Berkowitz abat la jeune Virginia Voskerichian devant chez elle alors qu'elle rentrait de cours et les analyses balistiques permettront encore une fois de faire le lien avec les précédentes affaires. Le même mois, David envoie une lettre de menace à son voisin Sam Carr pour se plaindre des aboiements de son chien qu'il signe par un citoyen. Le 16 avril 1977, dans la nuit, David Berkowitz tue Valentina Soriani de 18 ans et Alexander Esav de 20 ans, encore une fois un couple qui était en train de discuter dans leur voiture. Et lorsque la police arrive sur la scène de crime, elle va découvrir une lettre qui a été laissée par le tueur. « Je suis profondément blessée par votre appel de haine. Je ne suis pas un monstre. Je suis le fils de Sam. Je suis un petit gamin. Quand le père Sam se saoule, il devient méchant. Il bat sa famille. Parfois, il m'attache à l'arrière de la maison. D'autres fois, il m'enferme dans le garage. Sam aime boire le sang. Sors et tue, commande le père Sam. Je me sens comme un étranger. Je suis sur une longueur d'onde différente de celle de tout le monde, programmée pour tuer. Cependant, pour me tuer, tu dois me tuer. Attention à tous les policiers. Tirez sur moi d'abord ou je vous tuerai. Reste hors de mon chemin ou tu mourras. Papa Sam est vieux maintenant. Il a besoin de sang pour préserver sa jeunesse. Il a eu trop de crises cardiaques. Trop de crises cardiaques. Moi ça va, Sonny Boy. Ma jolie princesse me manque. Elle se repose dans notre maison, mais je la verrai bientôt. Je suis le monstre. Belzébuth. Le chubby behemoth. J'aime chasser, rôder dans les rues à la recherche du gibier, de la viande savoureuse. Je veux faire l'amour au monde. J'aime les gens. Je n'appartiens pas à la terre. Aux gens du Queens, je vous aime. Et je veux vous souhaiter à tous de joyeuses Pâques. Que Dieu vous bénisse dans cette vie et dans la suivante, et pour le moment, je vous dis au revoir et bonne nuit. À la police, laissez-moi vous hanter avec ces mots. Je reviendrai, je reviendrai. Ce qui peut être traduit par Bang bang bang, Burke. Bien à vous dans le meurtre, Mr. Monster. C'est à partir de cette lettre qui va être publiée dans la presse que les journalistes et tout le monde va commencer à surnommer David Berkowitz le fils de Sam. Le 19 avril 1977 est mis en place une équipe nommée l'Opération Omega qui est entièrement consacrée à la traque, à la recherche du tueur, le fils de Sam. Elle comprend 75 détectives et 225 agents de police. Fin avril, l'opération Omega va publier un portrait du profil psychologique du tueur comme schizophrène, névrotique, paranoïaque, probablement timide, solitaire et incapable d'établir des relations personnelles, en particulier avec les femmes. L'homme se penserait victime d'une possession démoniaque. La ville de New York est complètement terrifiée, notamment les femmes, qui sont persuadées que le tueur vise uniquement les femmes brunes. Donc elles vont toutes commencer à se rendre chez le coiffeur pour se faire décolorer les cheveux en blond. Et vraiment, la police comme les habitants de New York sont complètement à cran, surtout à chaque tombée de la nuit.
Sam Carr, lui, en parallèle, il se présente à la police parce qu'il a reçu une énième lettre de menace de son voisin Berkowitz, selon laquelle je peux dire qu'il n'y aura pas de paix dans ma vie jusqu'à ce que je fasse cesser la vôtre. Mais la police à ce moment-là est complètement débordée par la recherche du fils de Sam, donc on va pas forcément faire trop attention à tout ça. Là, je vais encore vous lire 2 lettres écrites par Berkowitz. Alors, je vous en ai lu beaucoup dans cette vidéo, mais je trouve finalement que c'est le plus intéressant parce que ça permet d'avoir une petite fenêtre sur son état d'esprit à ce moment-là, et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Donc, le 30 avril 1977, le journaliste Jimmy Breslin, qui travaille au Daily News, reçoit « Bonjour des gouttières de New York City qui sont remplies de fumier de chiens, de vomi, de vin vicié, d'urine et de sang. Bonjour des égouts de New York qui engloutissent ces friandises lorsqu'elles sont emportées par des camions balayeurs. Bonjour des fissures dans les trottoirs de New York City et des fourmis qui vivent dans ces fissures et se nourrissent du sang séché des morts qui s'est installé dans les fissures. JB, je vous écris un mot pour vous faire savoir que j'apprécie votre intérêt pour les meurtres récents et horribles du calibre 44. Je tiens également à vous dire que je lis quotidiennement votre chronique et que je la trouve très informative. Dis-moi Jim, qu'auras-tu pour le 29 juillet ? Vous pouvez m'oublier parce que je me soucie pas de la publicité. Cependant, vous ne devez pas oublier Donna Lauria et vous ne pouvez pas laisser les gens l'oublier non plus. C'était une fille très gentille, mais Sam est un garçon assoiffé et il ne me laissera pas arrêter de tuer tant qu'il n'aura pas sa dose de sang. Monsieur Breslin, monsieur, ne pensez pas cela parce que vous n'avez pas eu des nouvelles de moi depuis que je suis allée dormir. Non, je suis toujours là. Comme un esprit errant dans la nuit. Soif, affamé, s'arrêtant rarement pour se reposer, soucieux de faire plaisir à Sam. J'aime mon travail. Maintenant, le vide a été comblé. Peut-être nous rencontrerons-nous face à face un jour. Quoi qu'il en soit, si j'ai de la chance de vous rencontrer, je vous raconterai tout sur Sam, si vous le voulez, et je vous le présenterai. Il s'appelle Sam le Terrible. Ne sachant pas ce que l'avenir me réserve, je dirai adieu et je vous verrai au prochain travail. Ou devrais-je dire que vous verrez mon travail au prochain travail. Rappelez-vous, Madame Lauria, je vous remercie. Dans leur sang et dans la gouttière, la création de Sam. Voici quelques noms pour vous aider. Envoyez-les à l'inspecteur pour utilisation par le NCIC. Le duc de la mort, le roi méchant en osier, les 22 disciples de l'enfer, John Wetties, violeur et étrangleur de jeunes filles. PS. JB s'il vous plaît, informez tous les détectives travaillant sur le cas que je leur souhaite la meilleure des chances. Continuez à creuser, continuez, pensez positif, bougez vos fesses, tapez à des cercueils, etc. Dès ma capture, je promets d'acheter une nouvelle paire de chaussures à tous les gars qui travaillent sur le cas, si je peux me procurer l'argent. Signé, le fils de Sam. Craig Glassman, un des voisins de Berkowitz, reçoit lui aussi des lettres très menaçantes qu'il va apporter à la police et qui permettront plus tard de faire le lien entre Berkowitz et le fils de Sam. Craig Glassman, tu as été choisi. Tu as été choisi pour mourir. Craig, je maudis la tombe de ta mère. Je maudis la tombe de ta mère, je pisse sur elle, Craig. J'urine sur sa tête. Ta bouche est remplie de sperme. Ton sang est aigre. Toi, Craig Glassman, tu es vraiment l'enfant de Satan, et maintenant il te veut à ses côtés. Viens le rejoindre dans la mort, petit. Maître Glassman, vous êtes un homme puissant, le pouvoir des ténèbres. Il vous est ordonné par la présente de laisser votre terreur envahir le peuple. Détruisez tous les bons et ruinez la vie des gens. Commencez immédiatement. Craig, où est votre arme ? Si tu n'obéis pas à ses commandes, la commande de ton père, alors tu seras puni. Je le jure, Glassman, ta vie sera un enfer pur. Nous allons te tuer. Nous allons t'assassiner. Rappelle-toi, Craig, que ta mère est une prostituée lesbienne qui veut vous aimer, alors faites en sorte qu'elle soit heureuse, votre enfant. N'oublie pas que si tu ne fais pas ce que nous disons, tu mourras sûrement d'une mort prématurée. Vos frères et sœurs. Craig chéri, Craig Glassman, l'homme le plus cruel, le plus malade sur Terre. Glassman cruel, méchant, terrible, cruel, haineux, Craig Glassman. Crève, Craig, crève. Le 26 juin 1977, toujours avec le même mode opératoire, David Berkowitz s'attaque à Judy Placido de 17 ans et à Salvatore Lupo de 20 ans à la sortie d'une boîte de nuit, et les deux seront blessés mais vont miraculeusement survivre à leurs blessures. Le 31 juillet 1977, vers 1h45 du matin, Bobby Violante de 20 ans et Stacy Moskowitz de 20 ans également se promènent dans un parc après être sortis du cinéma.
Et ils vont rebrousser chemin quand ils voient quelqu'un, un homme qu'ils considèrent comme habillé comme un hippie, qui a un comportement assez louche, et ils retournent à leur voiture pour continuer à discuter. Quelques instants plus tard, ils sont surpris par les coups de feu qui brisent leur pare-brise. David Berkowitz est en train de leur tirer dessus à plusieurs reprises avant de s'enfuir. Stacy va malheureusement décéder suite à ses blessures quelques heures plus tard, tandis que Bobby, qui va survivre, restera aveugle toute sa vie. Plusieurs témoins de la scène rapportent avoir vu un homme plutôt jeune, châtain, s'enfuir et prendre une voiture de couleur claire. D'autres ont réussi à noter une partie de la plaque d'immatriculation et d'autres encore ont vu une Volkswagen jaune qui roulait feu éteint à peu près dans cette zone-là à la même heure. Quelques jours plus tard, une témoin clé de l'affaire va appeler la police et elle leur raconte que ce soir-là, le 31 juillet, juste avant l'attaque, elle était dans la rue en train de promener son chien et elle a remarqué deux choses. Déjà que y avait un policier qui avait laissé des tickets de stationnement sur tout un tas de voitures, sur toute une rangée. Et deuxièmement que juste après ça, il y a un homme très bizarre qui a surgi justement de là où il y avait ces voitures qui avaient pris des contraventions et qui s'est approché de lui avec vraiment un air très bizarre qui lui a beaucoup effrayé et qui semblait tenir quelque chose dans ses mains qui aurait pu être éventuellement un pistolet. Donc forcément elle avait vraiment pris peur, elle était tout de suite rentrée chez elle et c'est vraiment quelques instants après qu'elle a entendu les coups de feu de l'attaque. Donc la police a décidé de reprendre tous les tickets de contravention qui avaient été laissés dans cette zone-là et puis elle a analysé à la fois les modèles de voitures puis aussi les profils des différents propriétaires de ces voitures et de tout ça est ressorti le profil de David Berkowitz qui apparemment était déjà suspecté par les enquêteurs d'avoir un lien avec les meurtres du fils de Sam. Il y avait plein de choses qui commençaient à s'accumuler un petit peu contre lui. Le 10 août 1977, la police se poste en bas de l'immeuble dans lequel vit David Berkowitz. Certains des enquêteurs vont aller perquisitionner sa voiture, une Ford Galaxy jaune garée juste en bas, et ils trouvent à l'intérieur un fusil, des munitions, une carte sur laquelle ont été entourés les lieux des attaques et aussi une lettre de menace qui était adressée au directeur de l'opération Omega. Quelques heures plus tard, David Berkowitz sort de chez lui et il est interpellé dans le plus grand des calmes. Il existe plusieurs versions de ce qu'il a dit à ce moment-là aux policiers. En tout cas, dans toutes les versions, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que c'est un homme qui est très calme, qui est totalement souriant et presque un petit peu narquois avec les enquêteurs. C'est ainsi donc qu'est arrêté le fameux fils de Sam qui aura terrorisé la ville de New York pendant 1 an, fait 6 victimes mortes et 7 blessés supplémentaires. Lors de la fouille de son appartement, les enquêteurs vont retrouver pas mal de choses. Il y a beaucoup de notes, de journaux rédigés par Berkowitz qui sont saisis. Il y a des mots qui sont écrits, gribouillés un peu partout sur les murs. Il y a le fameux registre dont je vous ai parlé où David Berkowitz avait noté tous les incendies qu'il avait déclenchés. Donc ça fait beaucoup de choses qui contribuent à corroborer au fait qu'on a bien mis la main sur le fils de Sam. Le lendemain, le 11 août 1977, Berkowitz est interrogé par la police et il passe presque tout de suite aux aveux. Il signale aussi son intention de plaider coupable lors de son procès. Et c'est à ce moment-là qu'il va expliquer toute l'histoire que je vous ai dite aux policiers avec cette fameuse histoire de voix, de démons, de chiens qui étaient possédés par des esprits qui lui criaient, qui le forçaient à partir chasser et tuer des jeunes filles. Plusieurs psychiatres ont rencontré David Berkowitz avant son procès afin de définir s'il pouvait ou pas être jugé et tous l'ont reconnu suffisamment sain d'esprit malgré certains troubles qu'il avait, notamment des idées un peu paranoïaques et tout ça, mais en tout cas tous ont décidé qu'il était assez sain d'esprit pour pouvoir être reconnu responsable de ses actes et donc jugé. Lors du procès et malgré ça, la défense de Berkowitz, donc ses avocats, ont vraiment voulu essayer de plaider l'aliénation mentale, mais David Berkowitz a complètement refusé ça et le 8 mai 1978, il a plaidé coupable pour tous les meurtres qui lui étaient reprochés. Au cours des quelques semaines que le procès a duré, il y a eu un jour assez particulier où Berkowitz a essayé de se jeter par la fenêtre du 7e étage où se déroulait l'audience. Il a été retenu de force évidemment et il s'est mis alors à chanter « Stacy est une pute » et « Je la tuerai à nouveau, je les tuerai toutes ». Donc il y a une nouvelle expertise psychiatrique qui a été demandée en urgence à ce moment-là pour essayer de savoir si on pouvait toujours continuer à essayer de
juger Berkowitz pour ses actes. Et voilà, cette expertise-là, elle a été faite. Au cours de cette analyse, il a même fait des dessins qui sont assez intéressants où on voit un espèce de prisonnier avec plein de murs tout autour. Et puis il y a la phrase en dessous, je ne vais pas bien du tout. Mais malgré tout, les psychiatres ont encore décidé de reconnaître Berkowitz comme responsable de ses actes et suffisamment en capacité de comprendre ce qu'il faisait et le mal qu'il faisait quand il commettait ses meurtres. Du coup, finalement, le 12 juin 1978, Berkowitz a été condamné à 25 années de prison pour chacune des 6 personnes qu'il avait tuées, les peines étant consécutives, donc ça faisait, je suis nulle en calcul, mais peut-être 150 années d'emprisonnement à peu près. Et par contre, comme il avait plaidé coupable, il obtient le droit de demander une libération conditionnelle après 25 ans d'emprisonnement. À peine quelques mois plus tard, en février 1979, Berkowitz annonce lors d'une conférence de presse que toute l'histoire des démons et des chiens et des trucs comme ça, c'était complètement inventé. C'est quelque chose qu'il a raconté juste pour le moment du procès. Au psychiatre qu'il a le plus suivi, qui s'appelait David Abrahamsen, il a beaucoup parlé de ses motivations, de pourquoi il tuait, et en fait c'était principalement apparemment pour se venger du monde qui le rejetait et qui tentait de lui faire du mal. Alors est-ce que Berkowitz était vraiment un manipulateur depuis le début? Est-ce qu'il a menti sur toute la ligne? Ou est-ce que finalement il n'y avait pas quand même quelque chose d'un peu de l'ordre de la folie chez cet homme? Personnellement, vraiment de mon avis, de ce que j'en ai lu, j'ai du mal à croire qu'il ait pu complètement tout inventer, sachant que on voit quand même que les idées de persécution, elles sont présentes depuis très jeune, enfin depuis son adolescence, il y avait déjà ce genre d'idées là, donc je pense qu'il y avait quand même un espèce de fond un peu paranoïaque avec des idées de persécution, avec tout un délire en fait qui était tourné contre lui. Donc je pense qu'il y avait quand même vraiment ces idées-là, on le voit dans les lettres qu'il envoie à son père à son installation à New York, on le voit dans tout ce qu'il a pu ressentir suite à la mort de sa mère, etc. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui étaient quand même un peu présentes. Alors après au niveau de l'histoire du chien qui était possédé, etc., des voix qu'il entendait, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que peut-être qu'il était vraiment au bout du bout de fatigue, épuisé par ses aboiements et que du coup il y a peut-être des idées de persécution qui se sont un peu greffées là-dessus. Est-ce que vraiment c'était un délire aussi construit qu'il le dit avec tout un tas de démons et tout ça? Je suis pas certaine parce que pour le coup il est quand même, on voit que c'est un homme qui est tout à fait capable de discernement, de savoir que ce qu'il fait c'est mal, qu'il n'est pas censé le faire, en tout cas que c'est contre les lois, et puis qui fait attention à pas se faire attraper. Donc il reste quand même ancré vraiment dans une forme de réalité, hein. Il fait attention quand il va commettre ses meurtres, il fait en sorte qu'on ne le reconnaisse pas, de pas être vu, il attaque vraiment quand l'opportunité est bonne, il attaque pas à n'importe quel moment en plein jour, etc. Donc il y a quand même vraiment... je pense que quelqu'un qui est assez en mesure de savoir ce qu'il fait et de savoir que ce qu'il fait est répréhensible. Mais pour autant, je pense qu'il y a quand même des sortes d'idées vraiment de persécution qui étaient présentes depuis très longtemps et que je pense qu'en gros, il a pris un fond de vérité et puis il l'a vraiment grossi et fait vraiment encore plus jouer le rôle du fou au moment de son procès. Mais je suis pas certaine que ce soit complètement inventé de A à Z. L'autre point vraiment très intéressant avec l'histoire de David Berkowitz et dont je vous ai pas encore trop parlé maintenant, c'est une question qui se pose, qui s'est beaucoup posée, qui se pose encore un petit peu aujourd'hui, qui est de savoir est-ce que Berkowitz avait éventuellement des complices au moment des meurtres. Parce qu'il y a quand même plusieurs témoins qui ont donné des descriptions de personnes, d'hommes qu'ils ont vus qui correspondent pas à la description physique de David Berkowitz. Il y a eu plusieurs modèles de voitures qui ont été vus, il y a plusieurs indices même qui laissent penser que peut-être il n'y avait pas que Berkowitz, qu'il n'était pas tout seul, ou en tout cas qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Et puis il a aussi prononcé une phrase un petit peu énigmatique quand il s'était adressé à la presse juste après son arrestation. Il avait dit « Il y a d'autres sons, donc il y a d'autres fils dehors, Dieu aide le monde ». Et Richard Johnson, qui fait partie des enquêteurs qui ont vraiment traqué le fils de Sam au moment des faits, il a déclaré « Pourquoi y a-t-il 3 différentes voitures suspectes ?»
5 différentes descriptions de suspects, de différentes tailles, de différentes morphologies, de différentes carrures de l'agresseur. Il y avait forcément quelqu'un d'autre. D'ailleurs, même certains des survivants n'ont pas vraiment donné des versions qui collaient à celles qu'a donné Berkowitz, et puis certains ne l'ont même pas reconnu comme leur agresseur. Alors on ne sait pas si c'est suite au choc ou parce qu'ils n'ont pas bien vu, ou si effectivement ils ont vu quelqu'un d'autre. A savoir aussi que David Berkowitz, peu de temps après son arrestation, il a évoqué une secte satanique dont il aurait fait partie et qui en fait perpétrait tous ces meurtres du fils de Sam. Lui, il ne serait finalement l'auteur que de 3 des meurtres en question, celui de Donna Lauria, de Alexander Esso et de Valentina Suriani. Et les autres meurtres, ils auraient été commis par d'autres membres de la secte, alors dont il n'a pas voulu donner l'identité. Il a dit qu'il avait eu plusieurs anciens complices dans cette secte-là, mais qu'il ne voulait pas les dénoncer parce qu'il essayait de protéger sa famille à lui. Et il a parlé quand même de plusieurs choses, il a parlé de plusieurs leaders. Donc il y avait une femme, il y avait aussi un autre homme qui se faisait surnommer Manson numéro 2. Et puis aussi un policier de New York qui aurait fait partie de cette secte-là. Par contre, il va révéler l'identité de 2 autres adeptes de la secte, John et Michael Carr, qui étaient donc les fils de Sam Carr, son ancien voisin, vous savez, celui qui avait le labrador nommé Harvey. Donc eux, pour le coup, ce sont littéralement les fils de Sam. Et le problème, on va dire, c'est que ces 2 hommes-là, ils sont morts depuis quelque temps déjà, au moment où David les accuse de faire partie de la secte. Il y en a un qui est mort dans un accident de voiture en 1979, et puis l'autre est mort d'un coup de feu qui a été attribué à un suicide en 1978. Ça fait quand même 2 fils d'une même famille qui meurent de façon violente et un petit peu tragique à peu d'intervalles, et comme par hasard, ce sont les 2 que David Berkowitz désigne comme membres de la secte. Je trouve que ça pose vraiment question. Enfin, c'est quand même des morts un peu bizarres, et on peut vraiment se demander finalement si effectivement il n'y avait pas une secte ou pas. Alors aujourd'hui, pour ce qui est de l'explication des crimes, tout ce qui penche un peu du côté sectaire, sataniste et tout ça, ça a plutôt été mis de côté, si je me trompe pas, et j'ai l'impression que la version qui prédomine le plus, c'est plus celle d'un Berkowitz manipulateur qui aurait menti, qui aurait fait croire qu'il était fou mais qui ne l'était pas. Il y a pas mal de personnes qui sont assez partisans de cette théorie-là, dont Robert Ressler et John Douglas, donc, qui sont, comme je vous l'ai dit, les 2 qui ont inspiré les personnages qu'on voit dans la série Mindhunter, donc des vraies personnes qui pèsent quand même au niveau du profilage aux États-Unis. Et donc selon eux, c'est pas trop possible toute cette histoire de secte, de satanisme et tout ça. John Douglas, lui, il dit déjà que la personnalité de Berkowitz, qui est très solitaire, qui ne s'intègre pas du tout avec les autres, ça colle pas en fait au fait de devenir membre d'une secte. Personnellement, je suis pas forcément hyper d'accord avec ça, mais bref. Et Robert Ressler, lui, il dit qu'il a rencontré Berkowitz et que Berkowitz s'est vraiment vanté auprès de lui d'avoir complètement tout inventé, raconté toute cette histoire de possession démoniaque, etc. pour se faire passer pour fou, mais qu'en fait, c'est pas le cas. Alors bon, depuis tout ça, Berkowitz, il a été incarcéré dans plusieurs centres, dont il a été transféré à plusieurs endroits, dans lesquels en général ça s'est quand même très mal passé pour lui. Il a passé près de 10 ans à Attica, ce qu'il a décrit comme étant un véritable enfer. Il a été agressé par un autre détenu qui l'a égorgé, mais vraiment très profondément, parce qu'il a fallu près d'une 50aine de points de suture pour refermer la plaie, donc imaginez. Et ça, il a jamais voulu dire qui l'avait attaqué, et d'ailleurs il dit que cette attaque-là, il l'a complètement méritée, et voilà, que pour lui en fait c'était une juste punition par rapport à ses actes. Depuis 1987, David Berkowitz s'est converti à une église évangéliste et il demande à ne plus être appelé le fils de Sam, mais le fils de l'espoir. Comme je vous l'ai dit précédemment, sa condamnation elle était assortie d'un droit de demande de libération au bout de 25 ans. Et en fait, de ce que j'ai vu, il doit repasser tous les 2 ans devant une commission à propos de ce droit-là. Donc je trouve ça un peu étrange, mais bref, ça a l'air d'être la procédure standard. Et en fait, Berkowitz, depuis qu'il y a droit, c'est-à-dire depuis 2002, il ne veut pas de cette libération. Il a demandé d'ailleurs à ce qu'elle soit annulée, à
ce droit de libération, il n'en veut pas, il voudrait juste en terminer avec ça, mais ça lui a été refusé, donc tous les 2 ans il est obligé de repasser devant cette espèce de fameuse commission qui décide ou pas s'il a le droit d'être libéré alors que lui ne le demande pas. Et il a dit, pour être honnête, je pense que je mérite d'être en prison pour le restant de mes jours. J'ai, avec l'aide de Dieu, compris depuis bien longtemps les termes de ma situation et accepté mon châtiment. Alors je vous dis ça, mais en fait depuis 2016 j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un petit changement d'approche de cette audience parce que Berkowitz n'a toujours pas vraiment demandé de demande de libération parce qu'il a dit que ça lui paraissait irréaliste, mais par contre il a dit « Je pense que je ne représente aucun risque quel qu'il soit ». Et son avocat à ce moment-là en a quand même bien profité pour avancer à quel point Berkowitz était un modèle détenu. Vraiment tout le personnel de son centre pénitentiaire le considère comme le meilleur détenu possible. Donc voilà, apparemment il se comporte vraiment très très bien et soi-disant qu'il ne représenterait plus un risque pour la société. Les demandes de libération en question n'ont toujours pas abouti jusqu'à présent, mais sa prochaine audience est prévue là pour mai 2020 et donc ça risque d'être intéressant de voir ce qu'il va demander parce que éventuellement peut-être qu'il va faire une demande de libération. Enfin, personnellement je serais pas totalement étonnée. Il a aussi depuis ça poursuivi en justice un de ses anciens avocats qui avait utilisé plein de documents privés, plein de lettres que lui avait écrits, etc. Plein de documents qui avaient été saisis aussi chez lui pour rédiger un livre sur son histoire. Et donc il l'a attaqué en justice, il y a eu un procès et il a fini par forcer cet ancien avocat à lui restituer tous les documents qui avaient été volés et puis aussi à reverser la moitié de tous les bénéfices qu'il allait faire sur la vente de ce livre aux familles des victimes. A savoir aussi que auparavant Berkowitz avait lui-même essayé de se faire de l'argent en racontant son histoire, donc en la vendant en fait contre de l'argent à des personnes qui voulaient écrire des livres et faire des documentaires sur lui. Et l'État de New York, quand il s'était rendu compte de ça, avait complètement réagi en créant une loi qui s'appelle la loi du fils de Sam, donc la Son of Sam Law, qui permet en fait de prélever directement l'argent qu'un criminel se fait quand il publie son histoire ou en tout cas fait du profit sur son histoire pour la reverser aux familles des victimes et aux victimes. Donc ça c'est quelque chose qui existe toujours aux États-Unis et qui est vraiment directement arrivé suite au fait que lui-même cherchait à se faire de l'argent en vendant son histoire. Et c'est assez étonnant en fait et c'est assez marrant de voir qu'ensuite lui-même a commencé à attaquer les personnes qui essayaient de faire de l'argent sur ce que lui avait fait, ses crimes commis et puis sur les victimes. En tout cas, depuis toutes ces années d'incarcération, David Berkowitz semble vraiment être le détenu modèle. Il s'est très très bien comporté. Il faut savoir aussi qu'il s'est lancé dans des études, il a poursuivi ses études afin d'avoir un diplôme qu'il a validé avec une très bonne mention apparemment. Il a été en contact avec plusieurs groupes d'églises en fait, et puis il rédige des essais sur sa foi et sur la repentance. Voilà, c'est comme ça qu'il occupe principalement son temps maintenant. Actuellement, David Berkowitz est toujours en prison, il a 66 ans, donc il n'est pas spécialement vieux. Je sais pas trop ce que va donner la suite. J'en ai terminé avec ce que j'avais à vous dire sur lui, mais ça m'intéresserait de connaître un petit peu votre avis sur est-ce que vous pensez qu'il peut réellement s'être repenti, est-ce qu'il peut potentiellement être libéré? Je pense que non, personnellement. Je pense vraiment pas que c'est quelqu'un qui devrait sortir, déjà parce que comme on l'a vu, il est potentiellement très manipulateur, donc peut-être qu'il pourrait être capable de repasser à l'acte. Et puis même pour lui, pour sa protection à lui, je pense qu'il vaut mieux pas qu'il sorte, parce que à mon avis, il tiendrait pas 2 semaines dans le monde extérieur sans que quelqu'un finisse par le buter. Donc je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'il reste en prison jusqu'à la fin de sa vie, mais bon, on verra bien, parce que comme je vous dis, à 66 ans, s'il est en bonne santé, il a quand même encore beaucoup de temps devant lui, donc je sais pas si éventuellement un jour, peut-être qu'on apprendra que David Berkowitz a été libéré. Voilà, j'en ai terminé avec l'histoire de David Berkowitz. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous la connaissiez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, à propos notamment de la folie ou pas, de son implication avec des complices, de la secte, de tout ça. En fait, moi,
Ça me pose vraiment plein de questions et j'ai envie de croire un petit peu à ce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas forcément sur cette histoire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris des choses éventuellement. Et puis si jamais vous n'avez pas vu la série Mindhunter, je vous invite vraiment à aller la regarder. Je suis certaine que vous allez l'adorer. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne vidéo. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. Si jamais vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui iront faire un petit tour sur mon nouveau compte Utip. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.